rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant sur ATV. Bonsoir à tous. À la une ce jeudi 11 décembre, au deuxième jour du procès de Johan Cupit aux assises, la Cour se penche sur la mécanique du drame. Les experts ont livré leurs analyses et hypothèses et l'accusé a de nouveau été entendu à la barre. Dans l'actualité sociale, au CHUM, les aides-soignantes ont manifesté hier soir devant les urgences pour dénoncer leurs conditions de travail, pointant notamment le sous-effectif chronique. Un événement majeur culturel, des pièces exceptionnelles du Vatican ont fait le voyage jusqu'en Martinique pour l'exposition aux origines de la Caraïbe, Taïnos et Kalinago à la Fondation Clément. Commençons par l'actualité judiciaire. Deuxième jour du procès de Johan Cupit devant la cour d'assises de Fort-de-France. Aujourd'hui, les experts de la police scientifique ont présenté leurs analyses détaillées. Produits inflammables, analyse des brûlures et l'hypothèse d'une immolation ont été étudiées. Cet après-midi, c'est l'accusé lui-même, Johan Cupit, qui a de nouveau pris la parole à la barre. Le compte-rendu d'audience avec Ryan Anéas. Au tribunal de Fort-de-France, deuxième jour de procès pour Johan Cupit. Il est accusé d'avoir provoqué l'incendie mortel qui a coûté la vie à son ancienne compagne en 2019. Ce jeudi, les débats se sont concentrés sur la scène du drame. Présence de supercarburant, traces d'aspersion et hypothèse d'une immolation avancée par les expertes de la police scientifique. La mère de l'accusé a également été entendue. Elle décrit un fils impulsif et jaloux, mais affirme qu'il n'aurait jamais pu commettre un tel acte. Et cet après-midi, Johan Cupit a livré sa version des faits devant la cour. Dès ce matin, les experts ont longuement décrit la scène retrouvée dans la petite maison de Trenel. Dans la chambre, du supercarburant sur un tapis, sur des vêtements, sur un bec verseur de jerrycan. Autant d'indices qui, pour la police scientifique, excluent l'accident domestique. Les experts l'expliquent. Un simple verre de supercarburant suffit à provoquer une immolation. Les vapeurs s'enflamment instantanément au contact d'une bougie. Et selon leurs observations, le foyer du feu serait parti au pied du lit avant de se propager vers la salle d'eau. Le corps de la jeune femme présente des brûlures à l'avant et à l'arrière, des traces qui pourraient correspondre, selon l'une des spécialistes, à une position à genoux. Face à ces conclusions, Johan Cupit maintient pourtant sa version. À la barre cet après-midi, il raconte une journée ordinaire. Il parle d'un bidon renversé par colère, d'une flamme soudaine dans la chambre et d'un retour de feu lorsqu'il tente de l'éteindre avec la douche. Selon lui, il aurait simplement essayé de sauver sa compagne. La mère de l'accusé a également été entendue. Elle décrit un fils impulsif, jaloux, capable d'exploser pour un mot, mais pas de commettre un acte volontaire. Pour elle, Johan Cupit dit la vérité et reste profondément triste du décès de la jeune femme. Des propos immédiatement mis en perspective par la lecture d'un témoignage accablant, celui d'un homme qui dit avoir connu la victime. Il évoque une relation dominant-dominée, des coups répétés, une jalousie extrême et une jeune femme qui portait parfois des lunettes pour cacher ses bleus. Selon lui, l'accusé surveillait chacun de ses déplacements et ce climat aurait pu mener à un crime passionnel. Les plaidoiries sont attendues demain, avant que la Cour ne rende son verdict. Social, le personnel hospitalier a exprimé son ras-le-bol. Les aides-soignants du CHUM se sont mobilisés hier soir devant les urgences pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Sous-effectifs, urgences saturées, ils pointent du doigt une situation devenue intenable et réclament des renforts urgents en moyens humains pour assurer la sécurité des patients et du personnel. Élément de la mobilisation avec Loïc Régis et Axel Guiteau. Épuisés et à bout de souffle, les aides-soignants de nuit au CHU de Martinique se sont mobilisés hier soir devant les urgences pour exprimer leur ras-le-bol. Ils dénoncent leurs conditions de travail, sous-effectifs et urgences saturées. Une grande souffrance au niveau des urgences parce que le personnel n'est pas remplacé. Personnel pas remplacé, ça veut dire que nos congés sont soit annulés ou déplacés. Donc imaginez-vous qu'on doit partir en voyage, comment faisons-nous? Nous avons quand même nos familles, nos enfants. Nous sommes en souffrance, nous sommes fatigués. On en a marre. On aimerait que la direction nous entende. On veut bien patienter pour avoir du monde, mais depuis le début de l'année, je pense qu'on a patienté suffisamment. Et le personnel mobilisé ne ferme pas le dialogue avec la direction. Ils ont une solution à soumettre face aux problématiques liées aux moyens humains. Nous voulons le personnel qui n'est pas remplacé, les collègues qui sont en arrêt. Nous voulons qu'ils soient remplacés au moins par des SIX, parce qu'il y a un système de SIX. C'est une plateforme tournante avec des agents qui vont dans tous les services. Donc, au moins qu'ils puissent venir nous aider, quoi. Parce que là, on est à bout, là. On est à bout. Depuis le mois de mars, l'équipe de nuit fonctionne avec 8 aides-soignants au lieu de 12.
et un seul renfort enregistré au mois de janvier. Social toujours, le personnel de l'Office national des forêts a manifesté son mécontentement en se mobilisant ce matin devant les locaux de l'administration. Plus de la moitié des salariés, selon le syndicat CGTM, s'est mobilisé pour dénoncer un climat social particulièrement tendu. Les syndicats mettent notamment en cause la direction suite à la convocation de 2 représentants pour un motif inconnu. Écoutons la colère des salariés au micro de Ryan Aneas. Antérieurement, comme toute entreprise, tout établissement, il y a des dysfonctionnements que le syndicat a fait remonter, mais ça ne vaut pas un entretien préalable pour une sanction disciplinaire. On ne connaît pas les motifs de cette convocation et donc nous sommes en soutien à nos 2 camarades. Dans un premier temps, on souhaite savoir les motifs de cet entretien, de ces entretiens, pardon, et qu'on sache déjà vraiment les motifs. Antérieurement, il y avait une collègue qui était conviée, elle était conviée à un entretien préalable l'an dernier. Il y a eu le mal-être au travail, des dysfonctionnements au sein de l'UP. Il y a pas mal de sujets qui créent ce malaise au travail. Sécurité, un rappel national concerne toujours la Martinique. Plusieurs modèles de véhicules sont équipés d'airbags Takata défectueux. Pour éviter tout risque qui pourrait être fatal en cas d'accident, les propriétaires sont invités à faire remplacer cet équipement et l'opération est entièrement gratuite. Pour minimiser la gêne, des solutions de mobilité temporaire sont proposées le temps de l'intervention. Un dispositif simple, mais qui peut littéralement sauver des vies. Les précisions au micro de Dorian Cayuela. La problématique du Takata, c'est par souci d'explosion inopinée, donc par sécurité aussi, donc on fait remplacer. Pour les véhicules qui ont été ou qui sont immobilisés, nous avons une solution de mobilité. Donc nous pouvons venir chez le client pour faire le remplacement du module Takata sur le véhicule concerné. Et pour les autres clients, je les invite à contacter le service Volkswagen au niveau de la plateforme pour pouvoir se faire connaître déjà et venir pour faire le remplacement des modules Takata. La démarche est vraiment importante par souci de sécurité, donc avec tous les incidents qu'il y a eu précédemment par rapport à l'explosion de modules d'airbag. Donc, il est préférable et conseillé pour votre sécurité de vous rapprocher du concessionnaire pour pouvoir faire le remplacement du module Takata. La Martinique fait face à des enjeux numériques cruciaux, de la lutte contre la fragilité à l'essor de l'intelligence artificielle. Pour éclairer ces défis à la veille du NEC Martinique 2025, nous recevons Hélène Bolméger. Madame Bolméger, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice antenne numérique de la MILSEM. Le NEC Martinique 2025 s'ouvre demain. Quel est l'objectif principal de cet événement et qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Bonsoir à tous, merci Laura. Donc le NEC Martinique ouvre ses portes pour la 4e édition en Martinique à l'IMS dès demain à 8h. L'objectif pour nous, c'est de continuer sur nos objectifs précédents, c'est-à-dire faire du numérique en commun, un numérique éthique, durable, et puis un numérique ouvert à tous et un numérique avec de l'inclusion. Alors, le numérique est partout, les défis sont nombreux. De votre point de vue, quel est l'enjeu pour la Martinique ? Le numérique est partout. Pour autant, il faut accompagner la transition numérique. Une étude en 2023 menée par la collectivité territoriale nous a indiqué que 7 Martiniquais sur 10 est en situation de fragilité numérique. Nous-mêmes, au niveau de la MILSEM, nous avons mené une cartographie par rapport à nos jeunes accompagnés. Et puis, sur 400 jeunes, nous avons remarqué et identifié que 20% de ces jeunes ne pouvaient pas accomplir leur démarche numérique en ligne seuls et n'étaient pas à l'aise ou n'étaient pas outillés. Donc un enjeu pour le territoire, il est d'envergure puisque la transition numérique s'opère et pour autant, nous avons encore des personnes en marge de cette transition numérique
en marge de cette transition numérique parce que dans des zones non pourvues, même si on sait que la fibre se déploie, mais nous avons des foyers qui n'ont pas encore la fibre, qui ne sont pas équipés. Et puis, vous avez aussi des personnes qui ne savent pas utiliser les outils. Aujourd'hui, nous avons un plan de dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives. Je prends un exemple simple, la carte d'identité, le permis de conduire. Aujourd'hui, toutes ces démarches sont dématérialisées. Pour autant, il y a des structures qui existent, telles que les France Services, parfois pas connues ou méconnues. L'enjeu du numérique aujourd'hui, le NEC Martinique, c'est d'apporter toute cette offre de services à destination de la population et d'engager collectivement les institutionnels, d'engager collectivement les professionnels et que tout le public s'y sentent à son aise pour venir aussi faire remonter leurs problématiques. Et concrètement, comment cela va réduire la fracture numérique en Martinique ? Alors, ça va réduire la fracture numérique, tout d'abord par rapport à un plan que nous mettons en place avec une co-construction de feuilles de route qui arrive à finalisation et qu'on appelle la feuille de route France Numérique Ensemble. Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'acteurs qui y ont réfléchi, notamment les collectivités locales, les EPCI, les villes, la mission locale du centre. Vous avez également des opérateurs qui y ont réfléchi et puis qui vont cibler au cas par cas des thématiques telles que la montée en compétences des aidants. Vous avez un vieillissement de la population, les aidants, il faut les accompagner, la formation, les habilitations, le volet cybersécurité et puis bien sûr l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est incontestable. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler également d'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle avec le volet RGPD. Justement, comme vous le dites, l'IA est en plein essor dans les usages professionnels, mais aussi éducatifs. Est-ce une opportunité ou un risque pour la Martinique ? Et comment les jeunes et les petites entreprises, ainsi que les écoles, peuvent-elles se préparer à cette montée en essor de l'IA ? Alors, l'IA est déjà là. Mais aujourd'hui, pour nous, parfois, l'IA se résume à juste ChatGPT. Pour autant, ça fait partie du quotidien. Ça veut dire qu'avant même de faire une recherche, on va demander à l'IA comment je me sens. Pour établir un diagnostic, parfois, on va corréler le diagnostic du médecin parce qu'on a d'abord mené une recherche sur l'IA et ensuite, on va dire au médecin, non, l'IA m'a dit tel élément. Aujourd'hui, sur l'IA, nous avons des experts qui viendront au numérique en commun, des experts qui ont développé ce qu'on appelle des chatbots. Ça veut dire que chaque fois que vous allez interroger l'IA sur un élément, il y a quelqu'un qui vous répond, en dématérialisant, on appelle cela un chatbot. Donc tout ça vous seront présentés demain au NEC. On a un village du NEC avec des exposants. Les exposants, c'est qui ? Ce sont des jeunes Martiniquais qui travaillent sur cet essor, qui travaillent à la transformation sur le territoire et à l'avènement de l'IA. Tout ça va être présenté. Et parfois, ils sont en recherche de financement ou d'accompagnement parce qu'ils sont en train de développer leur projet. Donc c'est pour cela que demain, c'est un événement qui est incontournable et qui monte crescendo dans la mesure où, là, on a vraiment de véritables plateaux techniques. On a parlé de dimension inclusive. La dimension inclusive ne se fait pas aussi sans les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un événement aussi où on aura une interprète en langage des signes et qui va permettre aussi à cet événement d'être relayé pour tous. Eh bien, merci beaucoup, Madame Bollmeyer, d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir partagé votre expertise sur le numérique. Donc, on le rappelle, le NEC Martinique 2025 a lieu demain à l'IMS. Dès 8h. Dès 8h. Merci Je vous remercie. À la Fondation Clément, c'est un événement rarissime qui s'est ouvert. Le musée Anima Mundi du Vatican a, pour la première fois, fait voyager plusieurs de ses pièces majeures jusqu'en Martinique. Habituellement conservées au Saint-Siège, elles sont présentées dans l'exposition aux origines de la Caraïbe, Taïnos et Kalinago. Une occasion historique pour le peuple martiniquais d'avoir un regard unique sur les premiers peuples des Antilles. Reportage de Dorian Cayuela. Travail acharné, minutie au millimètre, passion chevillée au corps, voilà le trio gagnant derrière chaque exposition d'art. Et quand il s'agit de remonter le fil des civilisations de la Caraïbe, André, conservateur d'art et du patrimoine, devient presque un archéologue du temps. Il assemble, dévoile, raconte une mission aussi exigeante que précieuse. Alors ici, on est dans les ultimes préparatifs de l'exposition aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago,
qui est un partenariat entre le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et la Fondation Clément, et qui raconte en fait toute l'histoire des populations autochtones, les Amérindiens, comme on peut les appeler, qui ont vécu ici dans les Antilles pendant plusieurs milliers d'années et qui sont encore présents aujourd'hui. Donc l'exposition représente tous ces milliers d'années d'histoire. Ce matin, un colis pas comme les autres a été déballé dans la pinacothèque de la Fondation Clément. Un envoi précieux venu tout droit d'Italie, plusieurs œuvres prêtées par le musée Anima Mundi au cœur de la cité du Vatican. Une arrivée rare, presque solennelle, qui marque un moment fort pour l'exposition en préparation. Très heureux d'être ici, effectivement. C'est une collaboration très intéressante entre les musées et c'est vraiment un grand honneur d'être ici aujourd'hui à la Martinique. Le musée du Vatican a prêté 3 pièces qui sont micelles, donc faites d'os et de nacre, et également 2 chevillères à coquillages qui étaient utilisées certainement pour les rituels et les cérémonies. Plus de 330 œuvres venues de la Caraïbe, d'Europe et des États-Unis seront à découvrir sans retenue dès le dimanche 14 décembre au François. Une occasion rare d'explorer un pan majeur de notre histoire culturelle. Et si le célèbre jeu de domino passait de nos tables familiales aux compétitions sportives encadrées? C'est le projet ambitieux d'Ismaël Goujon, président de la Fédération antillaise de domino. Son objectif, structurer la pratique, collaborer avec les îles voisines et surtout mettre en avant ce précieux patrimoine ludique et social. Il nous présente son projet au micro de Loïc Régis et Caril Chassol. Aujourd'hui, on a mis en place avec une société un accompagnement pour les gens qui veulent se structurer, qui ne maîtrisent pas forcément. Bon, ceux qui maîtrisent, ils peuvent monter leur club, leur association. Et ensuite, cette affiliation à la Fédération antillaise de domino. J'ai dit Fédération antillaise, je voulais dire de la Ligue de domino. C'est pas de joueurs, on vise des clubs. Donc, les clubs, après, ils font leur sauce. Mais nous, à notre niveau, on n'a pas de limite. Donc, tous ceux qui veulent monter un club et se sont prêts à aller vers ce championnat peuvent le faire. Surtout que ce championnat permettra à la capitale du domino, qui est la Martinique aujourd'hui. Donc ce projet verra le jour et la Martinique deviendrait effectivement la capitale du domino. Ça, je le dis, ça, c'est mon petit clin d'œil à nos éditeurs. Et comment dirais-je? Et effectivement, il y aura cette passerelle avec la Guyane, qui existe déjà d'ailleurs, dont je tire mon chapeau. Et il y aura la Guadeloupe, il y aura Saint-Martin, et on croise les doigts pour Sainte-Lucie, on ne sait jamais. On n'est pas connus, nous, au domino à 3. On joue qu'en Guyane, qu'en Martinique, très peu à Sainte-Lucie, très peu en Guadeloupe, un peu aussi à Saint-Martin. Donc, c'est se faire connaître à l'international. Pratiquer ce qu'ils pratiquent, donc le domino à 4, à 2, afin de participer à la Coupe du Monde de la Caraïbe pour 2027. Et ensuite, effectivement, faire parler de notre domino à 3. Et comme chaque soir, terminons sur un geste solidaire. Si vous souhaitez donner votre sang demain, vous avez 2 possibilités. Rendez-vous sur le parking du centre commercial Ancienne Usine du François de 8h à 13h ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Avant de clore cette édition, je vous rappelle la principale actualité. 2e jour du procès en appel pour Johan Cupit. Présentation d'analyses et hypothèses par les experts, l'accusé a de nouveau été entendu à la barre. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ATV97 et dans un instant, retrouvez Prisca Morjon dans la Martinique dans l'assiette, puis Résonance Créole présentée par Marie Tricot et à 20h, votre rendez-vous hebdomadaire politiquement incorrect. Excellente soirée sur ATV et à demain.